le péristatisme secondaire. Alors, les ondes péristatiques secondaires sont déclenchées par la distension de l'œsophage sous l'effet du passage du bol alimentaire. Elles ont les mêmes caractéristiques d'amplitude et de vitesse que celles des ondes primaires, mais la différence est qu'elles persistent aussi longtemps que les aliments séjournent dans l'œsophage, ce qui leur confère un rôle de nettoyage de l'œsophage. Ceci, on peut le reproduire également expérimentalement chez l'animal, en l'occurrence chez le mouton dont on a fait déjà expérience au départ. Donc chez le mouton, toujours on va donc refaire notre enregistrement à différents niveaux de l'œsophage et cette fois-ci on va utiliser le ballonnet qui est introduit à un niveau et qui est placé à un niveau de l'œsophage et on va le garder captif. Captif, c'est-à-dire on va pas le laisser passer vers l'estomac, comme si on a un aliment qui reste coincé dans l'œsophage. Alors, lorsque je gonfle le ballon, il déclenche une déglutition et qui va être suivie par le péristatisme primaire que vous voyez ici, donc, et qui va être enregistré à différents niveaux de l'œsophage. Et puis, il va déclencher un péristatisme secondaire. Ce péristatisme ne va apparaître que à l'endroit où le ballon distend la paroi de l'œsophage. Comme vous voyez ici, rien n'apparaît au niveau cervical haut et rien n'apparaît au niveau thoracique puisque le ballon reste coincé au niveau cervical bas. Et le péristatisme secondaire que vous avez ici va persister, va être toujours déclenché tant que le ballon reste coincé. Une fois qu'on lâche le ballon à partir de ce moment-là, on a disparition du péristatisme secondaire au niveau cervical bas, mais apparition d'un péristatisme cervical avec un décalage au niveau thoracique puisque le ballon passe ici, il va distendre cette partie, donc il va déclencher le péristatisme secondaire, puis il va pénétrer au niveau de l'estomac. Donc, vous voyez la différence entre le péristatisme primaire et secondaire. Le primaire est déclenché par un mouvement de déglutition, que ce soit de la nourriture ou de la salive par exemple, qui ne distend rien, alors que le péristatisme secondaire est déclenché par la distension de la paroi. C'est-à-dire, s'il n'y a pas distension de la paroi par le volume du bol alimentaire, il n'y aura pas vraiment de péristatisme secondaire, ce qui lui confère donc un rôle de nettoyage. Alors, il existe également un autre péristatisme qui apparaît principalement chez les ruminants. C'est ce qu'on appelle le péristatisme inverse ou antipéristatisme. Alors, comment ça va se passer? Les aliments contenus dans la panse, une partie de ces aliments va passer dans le bonnet. Ce bonnet qui va se contracter et donc va éjecter une partie au niveau de l'œsophage. L'œsophage, par l'intermédiaire d'un péristatisme inverse, c'est-à-dire dans le sens contraire de ce qu'on avait vu tout à l'heure, il va faire remonter les aliments vers la bouche. L'animal va remastiquer, insaliver et imbiber le bol alimentaire qui va reprendre un autre chemin maintenant via le péristatisme primaire puis secondaire en passant vers le feuillet puis vers la caillette pour être mélangé avec le suc gastrique et de là vidanger
vers l'intestin grêle. Et comment se fait le contrôle des mouvements de l'œsophage? La succession de phénomènes moteurs stéréotypés permettant la déglutition est commandée par le vrai programmateur qui est le bulbe rachidien. Le tonus de repos du pharynx est déterminé par l'activité continue des neurones somatiques. La contraction à l'origine de la déglutition est automatique et évolue selon une séquence fixe d'activation des neurones. La fermeture du sphincter œsophagien supérieur est assurée par la contraction tonique des muscles striés, puisque nous avons vu que la partie supérieure de l'œsophage est constituée par la musculature striée. Elle est secondaire à l'activité continue des fibres somatiques libérant l'acétylcholine au niveau de la paroi. L'inhibition centrale des neurones somatiques et l'arrêt de la libération de l'acétylcholine induisent le relâchement de la paroi et donc l'ouverture du sphincter œsophagien supérieur. Par contre, et comme nous l'avons déjà signalé auparavant, le contrôle de la musculature striée et lisse est différent. En effet, le péristaltisme de la musculature striée est lié à l'activité des neurones somatiques. La programmation centrale est transmise par les nerfs vagues et l'activité des muscles striés est également sous la dépendance d'afférences sensitives œsophagiennes. La distension de l'œsophage initie alors l'onde péristaltique. Par contre, au niveau des fibres musculaires lisses, c'est-à-dire au niveau de la partie inférieure de l'œsophage, l'onde péristaltique est déclenchée par le centre bulbaire, mais le système nerveux intrinsèque peut programmer le péristaltisme en cas de défaillance de la programmation centrale. C'est-à-dire que les plexus intramuraux sont capables d'organiser une activité de base au niveau de l'œsophage, puisqu'ils sont doués d'automatisme. Ainsi, pour un segment œsophagien donné, une stimulation vagale produit une alternance de contraction des muscles longitudinales et relaxation des muscles circulaires. Cette alternance harmonieuse des contractions et des relaxations assure la progression de l'onde péristaltique dont nous avons parlé tout à l'heure. Au niveau du sphincter œsophagien inférieur, la contraction tonique des fibres lisses est de nature myogène, c'est-à-dire elle va dépendre de la musculature et du tonus de base de la musculature à ce niveau. Et les fibres vagales cholinergiques peuvent renforcer ce tonus. Par contre, la relaxation du sphincter va se faire sous l'action de l'innervation
extrinsèque. C'est-à-dire, donc, il est entièrement neurogène. La stimulation du nerf vague induit la libération de l'acétylcholine qui va agir sur les récepteurs muscariniques et nicotiniques au niveau des neurones des plexus intramuraux, et ces plexus vont libérer le monoxyde d'azote ou le VIP, c'est-à-dire le médiateur dont on avait dit non cholinergique, non adrénergique, et qui va agir pour entraîner la relaxation de la musculature par hyperpolarisation prolongée. L'inhibition de cette contraction peut également être obtenue par l'action de certaines hormones comme la cholécystokinine, la sécrétine, le glucagon et les prostaglandines de type E1, E2, etc., la caféine, le tabac, etc.